Monsieur Ali Zoubar, bonjour. Bonjour madame et bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors le dernier conseil des ministres a consacré un grand volet à l'eau, sa disponibilité et sa rationalisation. Le manque de pluie inquiète aujourd'hui. Monsieur Zoubar. Oui, tout à fait, et d'autant plus que le facteur eau, c'est un facteur de production de toute, bien sûr, dans notre système agricole. Donc c'est un facteur limitant de toute culture agricole. Et évidemment, aujourd'hui, nous vivons un peu le stress hydrique. Donc, bien entendu, la situation n'est pas aussi alarmante qu'on peut la supposer, même si nous avons bien sûr tout un mois de décembre et un mois de janvier sans pluie. Je parle des céréales. Hein. Bon. Alors, mais le manque de pluie, un phénomène que nous subissons de plein fouet depuis pratiquement maintenant 3 ans, on parle plus de stress hydrique, était devenu un indicateur de sécheresse, puisque même à travers le monde, on parle aujourd'hui clairement de sécheresse, même dans des pays où ils connaissent une forte pluviométrie. Oui, tout à fait. Je veux simplement, si vous permettez, madame, de rappeler quelques indicateurs de l'année passée, hein, de la campagne passée, notamment céréalière, qui est quand même caractérisée à peu près par les mêmes conditions climatiques que cette année. Donc, où nous avons vécu l'année passée un manque et un stress hydrique durant notamment le mois de décembre et janvier. Et heureusement, nous avons eu les pluies de mois de mars et d'avril qui ont permis à la céréaliculture de connaître quand même un bon développement et avoir quand même une production conséquente qui avoisinait à peu près plus de 40 millions de quintaux. Donc tout ça nous laisse l'espoir cette année aussi au moins de vivre le même scénario que celui de l'année passée. On peut l'espérer, on ne le sait pas encore. Mais est-ce que, bien sûr, ce manque de pluviométrie ou ce stress hydrique qui est devenu aujourd'hui aigu est un indicateur de sécheresse? C'est là que la question, Monsieur Ali Zoubar, pour vous parler bien sûr des dispositions que vous pourrez entreprendre dans le cas où ce serait cela. Évidemment, comme vous l'avez dit, le monde connaît aujourd'hui le phénomène des changements climatiques. Si ce n'est pas la sécheresse, c'est la neige, on l'a vu aux États-Unis. Donc c'est tout un chamboulement climatique que connaît le monde et dont les conséquences, bien entendu, sur la sécurité alimentaire sont évidentes. Effectivement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'eau, c'est un facteur de production très limitant. Donc, ce facteur-là, bien sûr, nous le prenons en considération. Et nous, en ce moment, nous avons du bulletin d'alerte météo que nous lançons à chaque fois qu'il y a un stress hydrique à travers les wilayas. Parce que, mais évidemment, si ça continue comme ça, nous sommes obligés, bien sûr, d'enclencher ce qu'on appelle l'irrigation d'appoint. C'est-à-dire... Et donc, c'est une possibilité quand même de sauver la campagne pour permettre la levée des céréales. Et après, bien sûr, comme vous le savez, les céréales, c'est une culture qui est menée en mode pluvial. Nous souhaitons, nous espérons, Inch'Allah, qu'il y ait des pluies, notamment printanières, pour pouvoir clôturer la campagne avec une production conséquente. Alors, enclencher ce que vous appelez une irrigation d'appoint ou un plan hors sec spécifique aux céréales, puisque la facture d'importation de ce produit nous coûte excessivement cher. Réponse claire, Monsieur je Zoubar. pense que c'est une question de concept. Le plan hors sec, c'est un plan qui est enclenché par tout le gouvernement pour tout l'État algérien. Et le plan d'irrigation d'appoint, il est territorial, parce qu'on peut avoir, demain, il peut y avoir des pluies dans une zone bien donnée et d'autres non. Donc, on peut intervenir dans telle zone et non dans l'autre. Donc, en fonction aussi même des caractéristiques du sol, parce qu'il y a des sols quand même qui sont ce qu'on appelle des sols lourds, qui ont quand même qui
qui conserve une certaine humidité et qui permet à la plante quand même de se lever, etc. Donc Mais quelle est la différence entre les deux par rapport à l'irrigation d'un point? Qu'est-ce que vous entendez par l'irrigation d'un point? l'irrigation d'appoint, c'est un apport qu'on ramène à la culture céréalière dans des endroits où on constate qu'il y a un stress hydrique qui peut pour apporter préjudice à la plante. Qui ne permet pas de... Spécifiquement aux céréales que vous allez le mettre en place, on parle à partir Oui, du 20 céréales. janvier Oui, prochain. c'est les céréales. Spécifiquement les céréales. Vous allez donner des autorisations exceptionnelles pour plus de forage. Il y a déjà beaucoup d'autorisations, c'est en milliers d'autorisations qui ont été données déjà durant la campagne passée. Donc ils sont toujours en vigueur, si je peux me permettre cette expression. Mais comment vous allez faire pour irriguer ces surfaces céréalières, notamment au niveau des régions à grand rendement? Si on devait les citer, par exemple, il y a Tiaret, il y a Umbwagi, il y a Khenchla. Comment vous allez faire? Non, il faut savoir ne citer que celle-ci, parce qu'il y a d'autres il faut savoir localités également, les céréales. que les agriculteurs disposent de moyens d'irrigation. Non, pour l'appoint. Et oui, c'est pour l'appoint, je parle de l'appoint. Ils disposent de moyens d'irrigation, disposent de forage. Donc il suffit d'enclencher avec le matériel d'irrigation d'appoint pour irriguer les superficies qui sont bien sûr qui nécessitent une irrigation d'appoint. Alors, Monsieur Ali Zoubar, est-ce que les localités ont été identifiées par rapport à cette irrigation d'appoint qui devrait en premier lieu concerner la céréaliculture, puisque pour les produits maraîchers, nous n'avons pas beaucoup de difficultés. Ils sont irrigués, ils sont produits essentiellement dans certaines localités où il y a cette disponibilité de la ressource hydrique, notamment au niveau du sud du pays, Biskra, El Oued et Adrar. Oui, nous avons un institut, l'INSIT, l'Institut national des sols et d'irrigation, qui suit de très près et qui émet des bulletins d'alerte météo. Donc pour chaque zone. Donc il couvre tout le territoire national. Donc à chaque fois qu'il y a nécessité d'apporter un appoint, il y a un bulletin d'alerte qui arrive au niveau de la direction des services agricoles, au niveau de la chambre et qui touche et qui informe tous les acteurs impliqués dans la culture céréalière. Donc on peut comprendre par vos propos aujourd'hui, M. Ali Zoubar, que s'il ne pleut pas d'ici 10 à 15 jours, vous allez enclencher justement ce que vous appelez aujourd'hui l'irrigation d'appoint, en attendant bien sûr que le plan Orsec soit décrété par les pouvoirs publics. Évidemment, c'est une nécessité. Alors pour les céréales aujourd'hui, quelles sont les alternatives dans le cas où bien sûr il ne pleuvrait pas? Est-ce que cette situation pourrait compromettre la production prochaine? Puisque l'année dernière, vous avez dit, on a été sauvé in extremis par les pluies printanières, celles de février et de mars. Oui, bien entendu. Nous, on ne le souhaite pas. C'est-à-dire, selon les prévisions, peut-être à partir du 15 janvier, il y aurait quand même des bouleversements, donc des changements. Donc il y aura des pluies qui sont attendues. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, Inch'Allah. Donc nous, on table sur un scénario optimiste, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le scénario pessimiste, celui d'intervenir par l'irrigation d'appoint, en attendant, bien entendu, les pluies printanières qu'on souhaite toujours qu'ils soient au rendez-vous. D'autres filières pourraient être affectées également, M. Zoubar? Celles qui consomment beaucoup d'eau. Celles qui consomment beaucoup d'eau, c'est la pomme de terre de saison. On n'en est pas encore dans ce... Mais les acteurs de cette filière ont leur source d'approvisionnement. Donc généralement, ont des forages, des puits, etc. pour faire face à l'éventuel manque d'eau. Est-ce que le phénomène de manque de pluviométrie devient aujourd'hui un acteur majeur de telle sorte à le prendre en considération à l'avenir pour augmenter le rendement, bien sûr, en accélérant la mécanisation et le développement de ce secteur qui devient aujourd'hui impératif par rapport au contexte actuel que nous traversons, géopolitique, qui nécessite la sécurité alimentaire, une question sur laquelle le président insiste énormément. Oui, effectivement. Puisque vous avez parlé de Monsieur le Président, je rappelle simplement qu'il y a déjà dans le Conseil des ministres du 28
août 2022. Donc, il y a quand même des décisions très courageuses qui ont été prises en matière de céréaliculture. Donc, c'était Soutien à la filière. soutien de la filière à la céréaliculture, donc, et l'implication de tous les acteurs, notamment pratiquement beaucoup de départements ministériels, notamment le ministère de l'Intérieur. Donc également, il y a la modernisation, l'utilisation des technologies modernes. Donc nous sommes aujourd'hui au recensement des exploitations et nous passons vers la numérisation. Donc ce sont des facteurs très importants qui nous permettent un petit peu d'avoir la main sur certaines données de terrain et d'agir très vite et au moment opportun. Si on parle par exemple des alertes, aujourd'hui, c'est-à-dire avec les technologies, on peut avoir quand même des alertes précoces pour que l'agriculteur intervienne au moment voulu. Parce qu'il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait vraiment un stress hydrique au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut intervenir, il faut anticiper. Donc quand nous avons ces moyens technologiques avec lesquels on intervient et on anticipe, on peut quand même ne pas tomber dans le scénario catastrophique qui est celui de perdre la culture, etc. Oui, mais vous parlez de recensement des exploitations. Il est en cours actuellement. Cela va vous donner une meilleure visibilité sur, bien sûr, l'activité au niveau du secteur, puisque tout le monde s'accorde à dire que 70% de l'activité est dans l'informel. Monsieur Zoubar, c'est le cas ou pas le cas? Oui, bon, évidemment, nous essayons de formaliser un petit peu le secteur et de numériser, c'est-à-dire pour avoir plus de visibilité. Et ce sont comme je l'ai dit, ce sont même des instructions de M. le Président de la République. Et des instruments de bonne gouvernance. Et les instruments de bonne gouvernance. Pour la sécurité alimentaire, il n'y a pas lieu de tergiverser sur ce point-là. Il faut aller vers la modernisation. Et notamment, il y a un facteur très important qu'il faut citer, c'est celui aussi de la formation des agriculteurs. On ne peut pas continuer à ne pas soutenir la formation. Parce que pour aller vers une agriculture moderne. Voilà, il faut aller vers une agriculture moderne et sortir de l'agriculture traditionnelle. Et artisanale. Ah. Mais ce recensement des exploitations, il est en cours. Vous avez les premières données ou pas encore, M. Zouba? On n'a pas encore finalisé. On est en train de consolider avec le ministère de l'Intérieur. Mais dans les jours prochains, nous aurons la consolidation finale de tout le travail qui est fait au niveau du terrain. À la fin du mois, parce que nous avons mené en parallèle aussi bien le recensement des céréales que celui du cheptel, comme vous le savez. Et nous le faisons aussi pour d'autres filières. Alors, Monsieur Ali Zouba, je voudrais revenir sur un aspect important. Vous avez parlé un peu du recensement des exploitations qui est en cours actuellement avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales pour avoir une meilleure visibilité, bien sûr, sur le travail du secteur avec ses productions et ses rendements. C'est la principale préoccupation aujourd'hui, c'est augmenter les rendements. Il y a celui du cheptel. Vous avez les premiers résultats ou pas encore pour celui du cheptel? Non, on en est à la consolidation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, d'ici à la fin du mois, nous aurons les résultats. Pour les deux. Pour le cheptel et les exploitations agricoles. Voilà, exactement. Alors, et pour plus de précision, vous savez que parce que nous allons recourir aux nouvelles technologies, donc notamment nous travaillons avec la ZAL, etc. Donc, nous allons attendre un petit peu la levée des céréales. Parce que vous savez que pour une photo aérienne, il faut qu'il y ait une certaine levée de la culture des céréales pour pouvoir distinguer que les superficies vraiment emblavées. Alors, par rapport à la production agricole, il y a eu bien sûr la directive du président de la République d'assurer la disponibilité des produits agricoles à travers tout le territoire national à des prix également accessibles. La vente directe, ça devient aujourd'hui une alternative. Oui, vente directe, c'est-à-dire producteur, consommateur. Oui, effectivement, la vente directe favorise un petit peu et facilite bien sûr la vie du citoyen, c'est-à-dire notamment il agit parce qu'il réduit quand même les coûts
les coûts. Donc le consommateur s'en tire mieux que d'acheter directement en passant par des intermédiaires. Vous savez que le prix augmente, donc parfois il y a, des prix exorbitants pour des produits, alors que quand ils viennent directement de l'agriculteur, c'est-à-dire ça ne coûte pas vraiment très cher. C'est un mécanisme pour casser la spéculation. Tout à fait. Puisque vous travaillez actuellement en étroite collaboration avec le ministère du Commerce sur cette question. Tout à fait. On a toujours monté ce mécanisme de la vente directe de l'agriculteur directement au consommateur pour permettre justement la réduction des prix à la consommation, surtout à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Ça devrait être toute l'année. Alors vous avez mis en place déjà des 400 points de vente à travers tout le territoire national, dans 120 pratiquement, qui vont concerner essentiellement les viandes. Oui, il pourrait y avoir peut-être un peu plus de points de vente, parce que nous on est en train de mettre en place au fur et à mesure donc des points de vente. Cela pourrait augmenter. Cela pourrait augmenter, comme les années passées, on est arrivé jusqu'à plus de 500 points de vente. Surtout quand on aura cette année, comme l'année passée d'ailleurs, donc on va peut-être jumeler les points de vente avec le ministère du Commerce, donc on peut aller à un nombre de points de vente considérable. Alors, la disponibilité de produits, elle sera assurée à travers tout le territoire national, puisque nous avons, pour les produits, c'est-à-dire stratégiques, comme les céréales, qui sont extrêmement sollicités pendant cette période, la poudre de lait également, des stocks stratégiques. Oui, pour les deux produits, ça ne pose pas de problème. Donc, même on va les importer, autres, et on importe. Non, c'est-à-dire, effectivement, il y a de l'importation pour ce qui est de la poudre de lait et des céréales. Mais, c'est-à-dire, comme vous savez, nous sommes un pays qui constitue toujours des stocks de sécurité. D'ailleurs, d'autres pays ne le font pas. Maintenant, ils le font. Donc, nous avons toujours ce stock qui permet un petit peu de faire face à tout moment, y compris durant la période de Ramadan. Pour les autres produits, notamment maraîchers, nous sommes à l'aise, il n'y a pas de problème. Donc, pour la plupart des produits sont produits au niveau du sud, donc là où il y a la ressource hydrique. Donc, ce sont des cultures en général menées sous serre. Donc, il y a la ressource hydrique. Donc, ça ne pose pas de problème pour ces cultures, ces produits. Alors, on a des estimations sur le volume des cultures pour, bien sûr, cette période, monsieur Ali Soubar, de telle sorte, bien sûr, à assurer cette question de l'offre et de la demande et casser un peu la chaîne de spéculation, puisque même à ce niveau-là, plusieurs décisions ont été prises sur le plan pénal. Monsieur Soubar. Oui, bien sûr, c'est en termes de pommes de terre, par exemple, nous avons plus de 300 000. Déjà, nous avons en stock aujourd'hui, nous avons plus de 40 000 tonnes. Donc, qui sont déjà 40 000 tonnes. 40 000 tonnes. Donc, pour ce qui c'est le produit sur lequel il y a une forte pression généralement. Donc, pour les autres produits, nous sommes à l'aise. Donc, ce sont des produits, comme je l'ai dit, produits au niveau du sud, où il y a la ressource hydrique. Donc, ils sont sur le marché. C'est vrai que les prix, parfois, sont chers, surtout durant la première décade du mois de Ramadan. Ça, c'est dû beaucoup plus à la frénésie des achats. La frénésie des achats et la forte demande des Algériens durant la première décade du mois de Ramadan. Mais après, après cette frénésie, bien sûr, il y a les prix qui reviennent à la normale. Mais bien sûr, par rapport à cette frénésie des achats, est-ce qu'il va falloir sensibiliser les Algériens sur la révision nécessaire aujourd'hui du modèle de consommation Voilà. Revoir le modèle de consommation, c'est important, monsieur Ali Soubar. Oui, c'est très important. Et avoir la culture du boycott de certains produits dès que, c'est-à-dire, ils augmentent de prix, c'est-à-dire que le consommateur devrait jouer un rôle également de régulateur du marché. Oui, bien entendu. Parce que dès que ça augmente, c'est là où on l'achète. Bien entendu, c'est très important. Notamment, il y a le ministère de Commerce qui le fait. Il y a les associations des consommateurs, mais nous le faisons aussi en sensibilisant tous les acteurs. Mais il y a un travail, je pense, intersectoriel qui doit être mené dans ce sens,
pour pouvoir justement agir sur le modèle de consommation. Et il y a des actions qui sont faites sur le terrain par différents acteurs, mais il faut plus de sensibilisation pour pouvoir arriver à maîtriser certaines habitudes alimentaires. On prend le cas du pain blanc. Hein. Nous avons toujours dit que le pain blanc est déconseillé pour la consommation quasi quotidienne et en grande quantité. Et qui est gaspillé aussi, et la baguette qui est jetée. Également. Donc on peut parler d'autres produits. Puisqu'on est un pays aussi de l'orge et pas de blé tendre. Il ne faut pas s'inquiéter, tous les produits seront disponibles. C'est ça votre message aujourd'hui, monsieur Ali Zouba, pendant cette période, puisque même le Conseil des ministres a examiné cette question. Oui, les produits, comme je l'ai dit, il y a certains produits stratégiques de large consommation. Ils sont disponibles, il n'y a pas de problème. Et soutenus par rapport à leur prix et leur rendement. Soutenus par rapport à leur prix, mais également, comme je l'ai dit, il y a les produits maraîchers dont la ménagère s'intéresse le plus. Donc, c'est les produits, comme je l'ai dit, qui sont produits au niveau du sud, où il y a la ressource hydrique disponible également, donc qui sont disponibles pratiquement durant la période. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, puisqu'on parle aujourd'hui de la régulation du marché. Nous avons vu que la régulation, parfois, c'est en dents de scie, c'est-à-dire des fois, les produits deviennent accessibles à des prix, bien sûr, abordables, très, très abordables. On l'a vu pendant le mois dernier et le mois d'avant. Et aujourd'hui, il y a eu légère augmentation. Qu'est-ce qui la justifie? C'est l'approche du mois sacré de Ramadan? Pas uniquement. Bien sûr, le mois de Ramadan, il est caractérisé par une augmentation des prix, notamment la première décade. Ça, c'est connu, reconnu. C'est connu. Donc, maintenant, il y a d'autres facteurs qui font qu'un produit soit l'objet d'augmentation de prix et de baisse de prix en fonction parfois de certains paramètres. Si je parle par exemple des viandes blanches, et vous savez que le facteur de sanitaire a joué un rôle dans cette fluctuation. Au niveau des marchés mondiaux. Au niveau même du marché mondial, pas uniquement du marché national. Oui, j'ai dit les marchés mondiaux. Voilà, donc il y a ce facteur. Même aujourd'hui... Même la situation de conflit a fait aujourd'hui, qu'il y a une tous les pression produits, sur beaucoup de produits. aussi bien les céréales, le lait et les viandes, aujourd'hui, beaucoup de pays font la restriction même à l'exportation. C'est-à-dire il y a une rétention de produits à l'international. C'est-à-dire c'est pas facile de trouver à l'international des marchés. Et nous allons importer de la viande. Oui, c'est une importation d'appoint, à vrai dire. Mais on ne l'a pas fait l'année dernière, on a eu de la viande. Cette année, c'est par rapport au prix. Même l'année dernière, les prix étaient élevés, mais on n'a pas importé. Pas aussi élevé que cette année. Pas aussi élevé que cette année. Donc, et puis, il faut bien il faut agir sur l'offre pour pouvoir diminuer un petit peu les prix. C'est très important. Mais consommer local, c'est encore meilleur, comme le font tous les pays. Ils encouragent à la consommation locale de leurs produits et pas de l'importation. Alors, je voudrais revenir avec vous sur le recensement de cheptel. Ça nous donnera une meilleure visibilité sur ce qui est peut-être produit. Parce que c'est vrai, quand on parle de millions de cheptels qui sont disponibles au niveau de notre marché et les prix sont élevés, on ne comprend pas ce qui se produit. On parle de pratiquement de 32 millions de têtes d'ovins. Oui, vous savez, le dernier recensement général de l'agriculture qui a été fait, il est fait en 2001. Donc, logiquement, en principe, c'est chaque 10 ans, minimum chaque 10 ans, il doit y avoir un RGA, un recensement général de l'agriculture. Donc, faute de plusieurs paramètres qui ont fait que ce rendez-vous soit décalé, celui de 2011. Soit décalé. Donc, celui de 2011. Donc, on était obligé cette année déjà dans l'année dernière, d'enclencher au moins quelques recensements, notamment celui des céréales et
et du cheptel, et également pour certaines cultures maraîchères stratégiques, telles que la pomme de terre. Donc c'est un instrument de travail, hein, c'est un D'aide à la instrument décision. d'aide à la décision. Il faut bien le faire pour effectivement pour avoir plus de visibilité et de planification pour le futur des secteurs. Pour les céréales, quelles sont ces données? Oh, pour les céréales, vous savez, nous, les céréales, c'est la volonté des acteurs. C'est-à-dire les superficies sont là. C'est-à-dire, d'ailleurs, On est même en train de les augmenter. on peut les augmenter parce que nous avons tablé sur un objectif de 3 millions d'hectares, tel que d'ailleurs énoncé par M. le Président de la République. Bon, effectivement, les conditions climatiques ont fait qu'on est à 2 millions d'hectares d'emblavés. Mais ils sont là, les superficies sont là. Maintenant, comme je l'ai dit, notamment pour les céréales, c'est une culture qui est menée en mode pluvial. Et quand il n'y a pas de pluie, il y a des réticences des agriculteurs pour l'emblavement. Et augmenter les rendements, c'est important aujourd'hui, en Très introduisant important. des On est techniques cond- nouvelles, avec bien sûr on- des cultures nouvelles, ou plutôt des semences plus résistantes et plus productives. Oui. En termes de rendement, monsieur Oui, Ali Zouba. il faut bien, on est condamné à jouer sur le rendement. Parce qu'on est toujours dans la moyenne des 17 quintaux l'hectare depuis pratiquement des siècles aujourd'hui. Hein. Il faut les dépasser, il faut dépasser. En 2010, on disait qu'en 2015, on atteindrait les 30 quintaux l'hectare. Ça n'a pas été le cas. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de facteurs très limitants, qui est très important, pas uniquement la pluie, etc. Bon, effectivement, c'est un facteur de production limitant, mais également la conduite de la culture. Que les agriculteurs s'inscrivent dans voilà, la modernisation. La modernisation, la formation. Pour cela, la mécanisation, puisque maintenant il y a des soutiens. soutiens. C'est un tout, madame, c'est un tout. C'est pour ça que l'agriculteur aujourd'hui doit être formé à cette nouvelle technologie. Mais une question qui se pose aujourd'hui, nous avons vu que nous avons enregistré des résultats très prometteurs entre 2007 et 2012, sous la conduite bien sûr de deux ministres, dont l'un est décédé, M. Ferrouhi, et vous avez aussi M. Ben Issa, où il y avait eu beaucoup d'engagement de la part de l'État pour financer l'agriculture. L'État doit continuer à financer l'agriculture. C'est un secteur de souveraineté par excellence. Oui, le secteur de l'agriculture, c'est un secteur stratégique. La sécurité alimentaire, vous savez, c'est la sécurité nationale. Hein. Personne ne peut dire le contraire. Donc maintenant, la stratégie, effectivement, notre pays a toujours mis des stratégies de développement. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie. Et j'ai dit que de par au moins deux conseils des ministres, celui du 28 août, à partir du 28 août 2002, et de 2022, il y a quand même des décisions très courageuses, très importantes, qui ont été prises pour l'intérêt du secteur. Je pense qu'on est sur la bonne trajectoire. Maintenant, le fruit, vous savez, dans l'agriculture, il faut être patient. Il y a eu bien sûr les soutiens financiers à la production céréalière par rapport au coût du marché mondial, et il y a eu également l'autorisation d'importation des tracteurs d'occasion pour les agriculteurs. Je voudrais bien préciser ce que nous faisons aujourd'hui. Le résultat, peut-être on le verra dans 5 ans. Dans 5 ans, nous allons avoir un très bon résultat, mais cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas un bon résultat durant cette campagne, l'année prochaine, etc. Donc, il va falloir attendre. Nous avons une stratégie que nous avons même jusqu'à 2035, donc avec des objectifs, avec même des investissements au niveau du Sud, là où il y a une sécurisation par rapport à la ressource hydrique, donc qui peut nous aider à faire face justement à ces changements climatiques. Je parle notamment en termes de lait et de céréales.
Mais en termes justement d'investissement dans le sud, il faut accélérer la cadence aujourd'hui, Monsieur Ali Zoubar, puisque nous avons des potentialités et nous avons bien sûr la ressource hydrique par rapport bien sûr à l'Albien et nous avons également les superficies, c'est important, donc il faut accélérer. Il faut des investissements étrangers également pour aller vers cette agriculture intensive. C'est ce que nous faisons, madame. C'est ce que nous faisons, madame, tout le secteur, à leur tête, monsieur le ministre. Parce que même pour l'eau, il faut le refroidissement au niveau du sud, il faut la décalcification. Oui, à faire ce travail et à mener à bien tous les projets qui sont lancés au niveau du Sud. Mais bien sûr, pour l'eau souterraine, il faut de le refroidissement et également la décalcification. Ça nécessite... Pour certaines régions. Uniquement. Voilà, et ça nécessite beaucoup d'investissements. Autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur. Quand vous parlez de l'irrigation d'appoint, est-ce qu'elle requiert des équipements et de la ressource en eau, essentiellement ? Oui. Et quel est le pourcentage des terres semées qui bénéficient de cette irrigation d'appoint ? Bon, effectivement, ça nécessite du matériel spécifique pour ça. On devait le faire il y a quelque temps déjà, l'irrigation d'appoint. Notamment on parlait de 2 millions d'hectares. Les enrouleurs pour les céréales qui sont utilisés pour l'irrigation d'appoint. Maintenant, nous avons plus de 200 000 hectares pour l'irrigation intégrale et le reste, environ 400 000 au niveau du nord hectares pour l'irrigation d'appoint. Le secteur de l'agriculture va soutenir les agriculteurs pour l'agriculture d'appoint, l'irrigation d'appoint. Oui, il y a un soutien, il y a un grand soutien aujourd'hui pour l'irrigation d'appoint. Pour l'acquisition il y a du matériel qui est soutenu plus de 50%. Oui, mais si la situation hydrique devait persister, avec bien sûr cette sécheresse, il faut peut-être appeler les choses comme cela se doit. Pour les céréales, on va soutenir encore davantage pour avoir une plus grande production. Oui, il est déjà enclenché durant la campagne passée. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, la production d'une calorie animale, viande ou lait, est très consommatrice d'eau. Pourquoi ne pas sortir des sentiers battus et permettre aux investisseurs algériens de produire de la viande et du lait ailleurs, là où cette production est naturellement efficiente au niveau de certains pays, puisque maintenant on s'ouvre à l'international. Comment on pourrait, nous, aller vers l'international pour produire dans certains pays, produire pour l'Algérie? La Chine le fait bien. Ça, c'est les opérateurs. C'est les opérateurs c'est toute une stratégie d'acteurs qui peuvent entamer ce travail. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, des grands investissements dans le secteur agricole. On s'ouvre à l'investissement étranger. L'Algérie a adopté de nouveaux dispositifs pour l'investissement. Cela pourrait se faire également dans votre secteur. On en a besoin aussi de cette expertise internationale pour aller vers de grandes productions. Il y a déjà certains pays, pour ne pas les citer, qui sont déjà dans l'investissement. L'électrification agricole également, Monsieur Zoubar, c'est important par rapport au périmètre. C'est très important, notamment au niveau du Sud, parce que ça ne sert à rien de créer des périmètres agricoles ou là, des pôles agricoles sans qu'ils soient dotés de commodités pour lesquels on ne peut pas effectuer une activité. C'est-à-dire, quand on crée un pôle, il faut bien qu'il y ait une électrification, l'accès à les pistes agricoles, et au moins ces deux facteurs-là. Alors, il faut aussi adhérer à la technologie du photovoltaïque pour le sud du pays, puisqu'on a de la lumière, on a de l'ensoleillement à longueur de l'année. Même en janvier, il ne pleut pas. Certains exploitations, on ne voit pas un nuage. Certaines exploitations sont dotées aujourd'hui de photovoltaïque. Il faut le généraliser un peu plus. Oui, alors, par rapport à cette importation d'impôts, vous avez l'auditeur qui vous dit qu'il faut arrêter l'importation de produits agricoles à des périodes de grande disponibilité du produit local pour éviter, bien sûr, cette concurrence déloyale. Mais il faudrait aussi que les opérateurs fassent un effort pour faire baisser les prix. C'est déjà fait. Non, il parle essentiellement de la viande. Non, la viande, non. Bon, c'est fait pour les fruits. Il y a une décision qui a été prise déjà en 2020 pour les fruits. On n'importe plus de fruits durant la période de cueillette, de récolte de certains fruits.
Mais il faut peut-être labelliser nos produits de telle sorte à ce qu'on les reconnaît sur le marché. Souvent, certains revendeurs font croire que ces produits, c'est-à-dire ces fruits, sont importés. Monsieur Zoubar. Il y a je vous avoue qu'il y a tout un programme de labellisation au niveau du secteur. L'étiquetage du produit Made in Algeria, puisqu'on est dans le contexte je reviens du à la Made in formation Algeria. des agriculteurs parce que la labellisation, pour votre information, dépend de la volonté des acteurs. Mais l'État peut soutenir par rapport à cette labellisation. Il y a un soutien. L'étiquetage des produits agricoles Made in Algeria, comme cela se fait dans tous les pays, c'est un petit ticket qu'on met sur le fruit, qu'on retrouve et qu'on saura sa destination, son ADN. Puisqu'on est dans le Made in Algeria aujourd'hui. Il faut le promouvoir. Aujourd'hui, ça existe et même exporté à l'étranger, pour votre information. Notamment dans les fruits. Et même certains légumes. Alors, les fruits sont de bonne qualité pour l'exportation. Vous avez parlé un peu de l'importation de la viande. Le halal sera consacré puisqu'il y a eu des dispositions nouvelles qui ont été prises par le ministère du Commerce pour assurer, bien sûr, la labellisation halal pour les produits qui sont importés. Je parle de la viande, c'est l'auditeur qui pose cette question par rapport à la viande. Tout ce que nous importons comme viande, il est halal parce que ce sont nos vétérinaires, nos agents qui sont directement impliqués dans les abattoirs étrangers. Donc ils assistent eux-mêmes à tout le rituel du sacrifice. Monsieur Ali Zoubar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci, bonne journée, à bientôt et à demain. Merci.